Bonjour et bienvenue sur Théora TV. Aujourd'hui, une émission sur la créativité. À mes côtés, nous avons Sylvie, que nous connaissons déjà. Sylvie, bonjour. Bonjour. Et j'ai aussi la grande chance de recevoir Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Donc Sylvie, nous te représentons. Sylvie, tu es coach en développement personnel. Tu utilises beaucoup de techniques créatives. C'est vraiment ce qui te caractérise. Donc tu utilises des mandalas, tu utilises de l'écriture intuitive, tu utilises des contes métaphoriques. Donc vraiment, tu emmènes les gens à aller regarder un petit peu leur côté créatif et réveiller leur côté créatif. Cécile, je te présente. Cécile, du coup, tu es enseignante, tu es professeure. Oui. Mais tu es aussi une artiste accomplie, donc effectivement, voilà pourquoi tu es dans cette émission aujourd'hui. Tu es auteur de plusieurs nouvelles, tu peins également et tu as été formée au mandala également. Tu es aussi une grande marcheuse, donc effectivement, c'est aussi là que tu vas chercher ton inspiration peut-être, ou en tout cas que tu te ressources pour trouver l'inspiration. Je suis ravie de faire cette émission avec vous au sujet de la créativité. Alors la créativité, on va déjà regarder ce que c'est peut-être, parce que c'est pas forcément évident de choisir une définition facile et tout le monde ressent de la créativité à l'intérieur de soi. Maintenant, c'est pas forcément facile d'y mettre des mots. Ensuite, nous irons regarder peut-être le processus créateur. Quelles sont les étapes, s'il y en a effectivement, qui nous permettent de créer. Et nous allons faire le parallèle avec le fait de créer une œuvre d'art, un livre, une peinture, et puis le fait de créer dans sa vie, de créer sa vie, puisque c'est ça qui nous intéresse dans cette émission, d'aller regarder ce parallèle entre tout ce qui concerne la création, que ça soit dans la vie ou ça soit dans les petits éléments de sa vie, comme effectivement des œuvres. Ensuite, nous allons regarder quels sont finalement les moyens de créer, on va dire. Est-ce qu'on crée par accident? Est-ce qu'on crée par intention? Est-ce qu'on crée en étant en conscience? Comment ça fonctionne un petit peu au départ de cette création? Est-ce que tout le monde peut créer? Ça aussi, c'est important. Est-ce qu'on a chacun de nous cette capacité à créer? Est-ce qu'on doit forcément souffrir pour créer? Puisqu'il y a cette idée aussi, effectivement, de l'artiste totalement perdu et torturé, et il n'y a que comme ça qu'il est capable de transcender et de créer. On ira regarder quelque chose qui m'a interpellée, qui m'a intéressée lorsque nous avons préparé l'émission ensemble. C'était se libérer pour créer et créer pour se libérer. Donc vraiment les deux visions finalement de la création et de la libération. Donc c'est intéressant de voir que c'est très lié. Et puis nous allons regarder finalement les difficultés, les contraintes. Comment est-ce que l'on rebondit? Est-ce qu'on peut considérer ça comme une expérience? Est-ce qu'on peut transcender finalement tous nos échecs, toutes nos erreurs? Comment est-ce qu'on aborde finalement les difficultés sur notre chemin, qu'ils soient dans le processus créatif d'une création matérielle ou que ce soit dans notre vie? Donc du coup, je vous propose peut-être que vous nous donniez une définition, chacune d'entre vous, sur ce qu'est le processus créateur, sur ce qu'est l'élan créateur, cette petite chose à l'intérieur de nous qui peut se réveiller un jour et nous faire peindre une toile ou nous faire réaliser nos rêves. Cécile, je crois que tu as une définition intéressante au sujet du processus créateur. Oui, tout à fait. Moi, je m'appuie sur une définition de Didier Anzieux, qui est psychanalyste et chercheur universitaire, enfin qui était, puisqu'il est décédé. Et donc, je vais vous dire un petit peu, lui, sa pensée, c'est un processus de création est en 5 étapes. Dans un premier temps, on éprouve une sorte d'état de sidération ou d'inspiration ou comme un saisissement intérieur qui va provoquer la deuxième étape, c'est une prise de conscience. Et ensuite, eh bien, on va organiser cette prise de conscience en code organisateur, choisir les matériaux pour faire son œuvre, on va dire, hein, sa création. Et puis, bah, autour de ça, quatrième étape, on a tout un travail qui est assez laborieux avec bah, des recherches, des retouches, des variantes, des allées-venues, des ratures, voilà, et qui va composer l'œuvre dans ses détails. Et puis, une cinquième étape qui est l'étape finale avec une sorte d'achèvement, c'est-à-dire d'accepter que l'œuvre vive sa vie
qu'à un moment donné, elle va se confronter au social, et puis nous, en tant qu'artistes ou en tant que créateurs, de se séparer de cette œuvre. Voilà, ça c'est 5 étapes que propose Didier Anzieux pour le processus de création. Mais je te remercie, ça nous permet de voir un petit peu plus clair finalement sur cet élan et cet aboutissement de cette Mm. créativité en nous. Sylvie, du coup, comment est-ce que tu pourrais définir peut-être cet élan créateur, ce processus créateur, cette créativité? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, d'abord sur l'élan créateur, il est en chacun de nous, déjà, et depuis toujours. C'est simplement une succession de peurs et de contraintes, et ainsi de suite, qui vont freiner notre élan créateur. J'ai l'habitude d'utiliser, j'ai fait un condensé de plusieurs citations qu'on trouve très très souvent sur la créativité. Et du coup, ça donne ça, et c'est sur le verbe créer, en fait. Qu'est-ce que c'est que créer finalement? Que ce soit créer une œuvre, ou donc une petite œuvre, entre guillemets, ou une grande œuvre, c'est-à-dire sa vie au quotidien. Et j'ai listé quatre points. Pour moi, c'est d'abord, et l'un des points les plus importants, c'est dépasser la peur de se tromper, c'est-à-dire oser y aller, et c'est la base même d'un processus créateur, c'est-à-dire que de toute façon, c'est dans l'essai et dans l'erreur, entre guillemets, qu'on va apprendre et qu'on va évoluer. C'est comme ça qu'on a appris à marcher, c'est comme ça. Donc on est vraiment là-dessus, sur dépasser la peur de se tromper. Ensuite, c'est transformer les contraintes en opportunités. Ça, c'est un petit peu mon dada. Voilà, c'est-à-dire que à un moment donné, que ce soit en consultation individuelle, en atelier, ou même moi dans ma vie de tous les jours et c'est vraiment de dire, ok, là, la difficulté que je rencontre, c'est juste l'opportunité de voir différemment. Voilà. Donc, que ce soit dans une création artistique ou dans notre quotidien, voilà, dans le cheminement qu'on a, et qu'à un moment donné, on se sent bloqué. Et si je suis dans une contrainte, déjà rien que le mot contrainte, hein, on est sur des tensions, on est sur quelque chose qui fige en fait. Alors que si on écoute vraiment ce mot opportunité, on est vraiment sur l'ouverture et se dire, ok, en fait, c'est simplement qu'à cet instant, je ne sais pas comment je vais pouvoir dépasser la chose, faire, voilà. Et on est vraiment, ça s'ouvre en fait. Dire, bah, là, c'est d'accepter de ne pas avoir tout de suite la solution, et de s'ouvrir à autre chose. Et ensuite, du coup, dans ce parallèle, ben forcément, c'est être l'artiste de sa vie. Pour moi, créer, et puis dans tous les accompagnements que je fais, et puis dans le cheminement que j'ai fait personnel, c'est vraiment ça. C'est d'aller se reconnecter, en fait, avec cet élan créateur dont tu parlais, euh, pour effectivement être moins, euh, ne plus subir les contraintes extérieures. Voilà. C'est-à-dire aller avec, et créer au fur et à mesure, en fonction de ce qu'on veut. Et du coup, c'est la façon dont nous partageons notre âme avec le monde. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose de primordial. Et au quotidien, dans notre façon d'être avec nos enfants, dans notre façon d'être au travail avec les collègues, au volant d'une voiture. Voilà. C'est vraiment notre quotidien, mais aussi quand on peint, quand on dessine, voilà. Donc c'est la façon dont nous partageons notre âme avec le monde. Eh bien, merci. Joli programme, hein, c'est pas mal quand même comme, comme définition, Ben, comme c'est enjeu. l'œuvre d'une vie. Voilà. Eh bien maintenant, du coup, nous allons peut-être regarder plus en détail quel est le processus créateur. Finalement, Cécile, tu nous as parlé d'étapes. Comment est-ce que tu peux rentrer peut-être un petit peu plus dans ces étapes-là? Je sais que toi, quand tu crées, tu vas avoir ces étapes-là dans ta vie. Donc finalement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces étapes-là? Voilà, ne serait-ce que de commencer par, je ne sais plus ce que tu nous as présenté comme première étape, qui était peut-être le fait de recevoir une injonction de créer, en tout cas, ou en tout cas un signal qu'il était temps de créer. Est-ce que tu peux nous en parler, nous parler de ces étapes-là? Oui, oui, tout à fait. Donc, je vais partir d'un exemple Mhm. lorsque j'écris, parce que du coup, j'ai pas les mêmes intentions que lorsque je peins.
Donc, c'est peut-être intéressant de faire des comparaisons. Lorsque j'écris, c'est vraiment un besoin intérieur. Je disais, la première étape, c'est une sorte d'état de sidération ou de saisissement intérieur. Dans l'écriture, pour moi, c'est vraiment évident. J'ai un besoin d'aller écrire quelque chose, de raconter au monde. Tout à l'heure, Sylvie parlait de se mettre en relation avec le monde. Et là, moi, j'ai ce besoin d'aller dire quelque chose au monde. Mm. Et notamment, j'aime écrire sur ce qui se passe quand on marche, sur l'état intérieur de la marche et ce que ça fait de marcher et comment moi je le reçois de façon poétique quand je suis sur mes sentiers, que j'appelle mes sentiers poétiques. Eh bien, voilà, là, il y a quelque chose qui me pousse à ne pas garder ça pour moi. Dans la peinture, ça va être différent. Ça va être, il me faut un projet. J'ai besoin d'une intention. Donc c'est deux démarches complètement différentes qui sont pas, qui s'opposent pas, hein, mais qui Mhm. sont différentes. Voilà. Alors après, si on part sur la deuxième, il y a cette prise de conscience. Donc tout d'un coup, on se dit bah tiens, euh, j'ai besoin de l'écrire, donc je l'écris. Évidemment, je vais poser des mots et je pourrais très bien garder ça pour moi. Donc il y a quelque chose d'autre qui est au fond qui me pousse à aller le dire aux autres. Voilà, Ouais. il y a ce besoin de le partager. Alors, c'est pas forcément sous la forme d'un livre, hein. On peut partager en envoyant un texte à quelqu'un, en partageant sur un réseau social. Enfin, voilà, l'objectif final, c'est pas forcément de publier un livre, hein. Voilà. Et ensuite, bah, si on reprend la troisième étape de ce processus, on va se retrouver dans un mode organisationnel. Donc là, bah, quand je vais écrire, comment ça se passe pour moi? Moi, j'ai deux temps d'écriture. J'ai un premier temps qui va être un temps de maturation, Mhm. un temps où j'ai besoin d'aller faire des recherches, de poser des mots, de trouver l'inspiration. Donc ça peut être dans la marche, ça peut être dans des visites. Là, pour mon prochain livre, j'ai besoin d'aller me confronter, d'aller dans les musées, de, de faire des lectures. Enfin voilà, je fais une collecte de matériaux. J'ai besoin d'avoir, comme le potier, il a sa terre, moi j'ai besoin d'avoir ma matière. Donc ça, c'est l'organisation. Et puis après, il y a un deuxième temps qui va être un temps plutôt d'entrée en écriture, comme on va entrer en couvent ou entrer en silence, où là, j'ai besoin de me concentrer et de poser les mots par écrit. Et encore, dans toute cette démarche-là, dans cette entrée en écriture, il y a encore plein d'étapes. Parce qu'il y a, il y a le premier jet, il va y avoir... alors si j'écris à la main dans un cahier, après je recopie sur l'ordinateur, ça va encore se réécrire, jusqu'à ce que je trouve le moment où je suis satisfaite. Et donc là, on est dans la cinquième, dans la quatrième étape où on va raturer, recommencer, réécrire. On va aller chercher dans le dictionnaire des synonymes. Enfin, voilà, tout un travail un peu laborieux d'orfèvre, hein. Moi, je Mhm. compare un peu mon travail d'écriture au travail du bijoutier qui va aller dans la précision. Voilà, pour moi, c'est un travail d'orfèvre. Travailler avec les mots. Travailler et s'amuser aussi, hein. Il faut aussi qu'il y ait une notion de plaisir qui est importante. Et puis, bah, après, voilà, comment je le mets en forme, quelle forme finale ça prend, est-ce que c'est un recueil, est-ce que c'est un poème, est-ce que c'est un texte, une nouvelle, une pièce de théâtre, enfin, voilà, après, et est-ce que c'est éditable, pas éditable, voilà, ça c'est les dernières questions. Et puis au bout d'un moment, ben, l'objet ne nous appartient plus, on le poste, je sais pas, sur Facebook et après, pouf, il va faire sa vie. Ou bien on fait un livre et il est édité et puis il part chez les libraires, il part dans les bibliothèques des maisons et puis il vit sa vie. Voilà. Pour la peinture, moi j'ai une autre approche. Je suis il faut que je parte d'un projet. Là, je ressens pas la peinture comme quelque chose qui m'appelle à partager au monde, comme pour l'écriture. C'est j'ai un projet et puis
je vais aller chercher quelle technique je vais employer, qu'est-ce que j'ai envie de dire, voilà. Et là, pareil, l'organisation, bah, quel matériau? Est-ce que ça va être de la peinture à l'huile? Est-ce que ça va être de l'acrylique? Est-ce que ça va être du collage? Euh, voilà, plein de réflexions autour de comment mettre en œuvre. Et puis après, bah, une fois que le tableau il est fini, ça fait sa vie aussi. Et puis des fois, c'est pas fini, le tableau est pas fini. Il reste Ah en ah. plan. Ça arrive aussi. Et ça, il faut l'accepter il faut accepter que on n'arrive pas à aller au bout de l'intention et que c'est pas gravissime en soi. Et On qu'est-ce qui n'en se meurt passe? pas. Non, on n'en meurt pas. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Pourquoi est-ce qu'on va pas au bout de cette intention? C'est parce qu'il y a une nouvelle intention qui arrive ou parce que cette intention n'a plus de sens à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe pour que l'élan s'arrête en fait à ce moment-là? Est-ce que tu arrives à nous expliquer ou est-ce que c'est trop Oui, oui. flou? Alors pour moi, c'est plus parce que je n'arrive pas à obtenir ce que j'ai dans la tête. C'est-à-dire entre le projet qui est dans la tête et ce que j'ai envie d'avoir en finition, ça fonctionne pas comme je veux. Donc soit si je n'arrive pas à définir le trait ou le dessin, ou je trouve pas la bonne couleur, ou l'harmonie ne me convient pas. Et là, je suis en souffrance. Oui. Dans ce moment-là, c'est compliqué. Et parfois, il y a un lâcher-prise qui fait que ça va s'améliorer, on va arriver à quelque chose. Et puis parfois, ça va pas. Alors, soit on abandonne, soit on reporte, soit on a des techniques où on va tout gratter, tout recommencer, recouvrir la peinture d'une autre couleur et gratter derrière. Ou dernièrement, j'ai pris ma toile, je l'ai mise sous la douche et avec le jet d'eau. C'est une technique. Et puis, Voilà. c'est une technique et puis il va apparaître quelque chose d'autre qu'on va retravailler autrement. Voilà, donc bon, il y a des tableaux qui restent en plan, hein, et Cézanne, par exemple, quand il allait peindre la Sainte Victoire, combien de fois ça lui est arrivé de balancer l'étoile, hein. Van Gogh, pareil, combien de fois il s'est énervé, il les a cassés, laissés en plan dans les champs. Ça arrive à tout le monde, hein. Bon, mais ça redonne du peps, on va dire, derrière pour re-aborder ce sujet ou trouver une Oui, solution, quoi. complètement, Voilà, c'est ça qui. complètement. Voilà. Du coup, on a vu là le processus vraiment créateur d'une œuvre d'art, que ça soit un livre, un tableau. Ouais. Est-ce qu'on arrive à faire ce parallèle, Sylvie, du coup, de ces étapes? Est-ce que tu peux, par exemple, regarder finalement cette intention que l'on va mettre, puisque tout part d'une intention, effectivement, on comprend ça, soit effectivement elle nous tombe du ciel, soit on la met en place nous et on la Mhm. décide. Et finalement, comment ça marche après? Est-ce que c'est les mêmes processus finalement que de créer un tableau? Comment tu vois ça, toi? Alors, d'abord, merci Cécile, donc la deuxième Cécile, pour l'inspiration, parce qu'en fait, je vais repartir de ce que tu viens de dire, en fait, pour faire le parallèle. D'abord, on va commencer par la fin, ce que tu disais, le fait que pour peindre, moi aussi, voilà, il m'est aussi arrivé de gratter, de passer sous la douche d'étoiles et ainsi de suite. Euh, mais le parallèle avec la vie, il est exactement là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il nous arrive parfois de nous sentir bloqués, mais parce que, et c'est ce que tu disais, il y a soit une technique, un geste ou une technique qui n'est pas encore acquise, ou bien on a peut-être une peinture, une technique de peinture qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, voilà. Et finalement, ben, soit on va tout enlever et recommencer autre chose de différent, soit on va laisser la maturité arriver chez nous et nous dire bon ben je vais aller apprendre telle technique, je vais aller explorer telle technique, et puis un jour on ne sait pas pourquoi, paf, ça va se déclencher et peut-être que l'œuvre, elle va pouvoir continuer si entre-temps nous ne l'avons pas détruite, parce que ça Oui. arrive aussi. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment l'œuvre d'une vie, c'est ça. C'est-à-dire que oui, on part d'une intention au départ. Oui, c'est Walt Disney qui disait si tu peux le rêver, tu peux le faire. C'est qu'à un moment donné, c'est pas juste une phrase. C'est-à-dire qu'au niveau cérébral, c'est qu'on a déjà le chemin.
Voilà. Même si on ne sait pas encore comment ça va se mettre en place, on a déjà le chemin. Et à partir du moment où on a cette vision, donc qu'on ait une vision de notre œuvre, qu'on a envie d'avoir à la fin, de notre toile, de notre livre, peu importe, ou qu'on ait la vision de quelque chose qu'on a envie de vivre dans notre vie. Alors, je sais pas, la vision de comment on a envie d'être parent, la vision du métier qu'on a envie de faire, et ainsi de suite, quoi. Ou même sur des projets plus petits. C'est à un moment donné, on a cette vision, et si on est capable de le rêver, c'est que le câblage existe déjà. Alors après, entre le rêve et la réalité, il y a effectivement la concrétisation. Voilà. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais du tien, de processus créatif et créateur, du coup. C'est toute cette phase de recherche. Alors, on sait ce qu'on a envie d'atteindre, mais on ne sait pas comment. Et donc, on va aller se nourrir et s'inspirer alors, par exemple, je ne sais pas, sur la parentalité, on peut très bien s'inspirer de gens qui nous intéressent, qui nous font vibrer, sur voir un petit peu ce qui existe. Dans le métier, voilà, moi, par exemple, pour parler dans mon métier, je passe mon temps à m'inspirer de gens. Je ne suis pas en création permanente et je suis bien loin de prétendre inventer tout. Oui. Parce que quand même, en même temps, il y a tellement de choses qui existent, autant s'en nourrir, et c'est comme des marches supplémentaires qui nous permettent d'avancer et d'ouvrir des choses. Voilà. Mais donc il y a tout ce processus en fait qui va se mettre en place, où on va donc avoir la vision, ensuite on va se nourrir, mais pour ça il faut laisser l'espace. Et on le verra plus tard, il faut se laisser l'espace d'explorer. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur dépasser la peur de se tromper, vous savez, c'est quand j'ai la vision. Tout à l'heure, quand tu parlais de, tiens, j'ai une idée d'un livre à écrire. Voilà. Et là, il y a probablement une grande partie des gens qui vont nous écouter qui vont dire, oh mon Dieu, un livre à écrire. Je suis sûre que dans les gens qui vont nous écouter, il y en a plein qui ont eu l'idée de faire un dessin, d'écrire un livre, mais qui finalement vont bloquer ça parce qu'il va y avoir toute la liste d'injonctions de non mais tu te rends compte, mais d'abord non, j'écrirai jamais comme lui, je ferai jamais ça comme ça, je ferai une espèce de complexe de l'imposteur permanent, et puis j'ai pas les compétences, et puis je sais pas, et puis j'ai pas la technique, et j'ai pas le temps, et en fait et j'ai pas le temps en plus, et puis j'ai pas l'argent de suivre des cours, et ainsi de suite. Donc on a toute une liste de choses qui vont en fait faire que on va taire cet élan créatif dont tu parlais, mais qui finalement, il est là, il existe cet élan créatif. C'est simplement qu'on le tait et on l'enferme en se disant non, c'est pas possible. Donc c'est vraiment le truc, ok, en fait, j'ai envie de faire ça, que ce soit dans ma vie, que ce soit l'œuvre de ma vie, ou que ce soit dans mon quotidien, que ce soit pour écrire, pour peindre, peu importe, pour chanter, pour danser, peu importe. J'ai envie de le faire. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je sais qu'un jour je ferai ça. Et après, c'est le début de l'aventure. Et du coup, effectivement, je te remercie de la transition, parce que maintenant, je voulais peut-être regarder vraiment ce point de départ qui me paraît si important, ce déclenchement. En fait, j'imagine effectivement forcément une intention derrière, parce que l'intention, c'est quelque chose d'important, vraiment de très fort, comme un signal, on va dire, très fort à tout notre être, de je veux faire ça, je veux créer, je veux aller vers ce chemin-là. Et puis parfois, effectivement, on va créer par accident. Donc c'est l'idée peut-être de prendre ta toile, de la mettre sous la douche, de prendre vos toiles, parce que vous avez fait ça toutes les deux, de mettre ça sous la douche. J'avais jamais entendu ça, donc ça me surprend. Mais et donc du coup, de mettre une toile sous la douche, par accident, on se retrouve avec autre chose, qui des fois peut-être même peut se suffire à lui-même, tellement effectivement on est allé dans l'accident, la tarte tatin par exemple, enfin je parle plus de ce que je connais moi, la cuisine, mais vraiment... C'est de la création. Mais c'est de la création, on est bien d'accord, et donc finalement de créer par accident et de se retrouver avec quelque chose de très correct, de même très acceptable, de même beau et de même satisfaisant. Donc j'avais vraiment envie qu'on aille regarder ça, et puis également de créer en conscience, en étant en conscience totale de ce que nous étions en train de faire, puisque dans les deux premières, on se laisse peut-être un peu porter par les événements, et puis dans la troisième partie, on est véritablement en conscience de l'instant et de ce qu'on est en train de réaliser. Donc je ne sais pas, Cécile, si tu
peux nous parler un petit peu peut-être des intentions, des accidents. J'ai bien compris qu'effectivement, tu n'as pas le même processus entre l'écriture et la peinture. Moi, ce qui m'intéresse peut-être, c'est justement cette idée d'écriture. Est-ce qu'à un moment donné, c'est vraiment parce que tu as des mots qui sortent tout seuls et qu'il faut les mettre et que c'est une urgence, ou est-ce que pareil, parce que la peinture, tu nous as dit que c'était véritablement une intention, c'est construit, c'est quelque chose, c'est un projet que tu mets en place. Et je voulais aller voir peut-être plutôt cet état d'intuition là, il faut que je le rejette tout de suite, là, il faut que je le sorte, il y a un truc qui doit sortir et qui est effectivement urgent dans sa nécessité d'être créé. En fait, ça a besoin d'être créé au-delà de moi. Donc, l'intention, je suis d'accord, c'est quelque chose qui est construit, qui est réfléchi, qui est posé. Et puis, du coup, il y a cette idée, peut-être, je mets le mot accident, c'est pas vraiment accident, mais c'est cette idée, finalement, de voir un truc et de se dire, waouh, c'est ça, en fait. Il faut aller vers ça. Oui, oui, complètement. En fait, quand j'écris, moi j'écris tout le temps dans ma tête. Donc, Ah oui. j'ai tout le temps des mots dans la tête qui se baladent dans le cerveau, qui se tamponnent, voilà. Donc, j'ai besoin de mettre en mots en permanence. Et surtout quand je suis en marche. Donc, je me promène dans Paris, je tac, 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 j'ai des phrases qui viennent, des rimes, des petits haïkus, ça se fait naturellement dans ma tête. Et, euh, et donc, après, la plupart du temps, j'oublie ce que j'ai écrit, hein. Si j'ai pas un dictaphone, enfin, Ah si oui. j'enregistre pas sur mon téléphone ou si j'écris pas dans un carnet, c'est oublié, hein, c'est parti. Ça, c'est terrible des fois. Ou c'est aussi l'auteur qui se réveille la nuit pour dire ah j'ai rêvé d'un truc, il faut que je l'écrive tout de suite. Ça arrive aussi, hein. Voilà, ça c'est quelque chose qui est spontané, qui est intérieur et que je maîtrise pas du tout. Et puis parfois il y a des accidents, effectivement. Euh, je peux raconter une anecdote Ah, mais alors, je t'en de. prie. Une fois, j'étais partie pour faire une méditation. Et c'était dans un bar, enfin un salon de thé, et la personne qui a organisé ça a placé l'animateur et les clients dans la salle de restauration, et puis lui est parti faire sa vaisselle. Mais ça faisait un boucan d'enfer dans la cuisine. Donc pour moi, ça a été impossible de me concentrer pour faire cette méditation. J'ai essayé de me tenir à revenir à moi-même à chaque fois. Et c'était compliqué. Donc à un moment donné, j'ai lâché prise et je me suis mis à écrire un texte dans ma tête. Et un texte sur le bruit dans la cuisine pendant la méditation. Et voilà, et après, une fois que la méditation était finie, je me suis dépêchée de tout poser sur papier. Parce que, voilà, et ça, pour moi, c'est ce que j'appelle un accident, une écriture par accident. Je ne sais pas si c'est clair par rapport Oui, oui. à l'intention. Voilà. Après, quand j'ai un projet d'écriture, comme là en ce moment, j'en ai un sur la frontière, euh, où je sais que j'ai envie de raconter des histoires de gens qui ont passé la frontière dans des conditions difficiles et qui ont traversé des frontières à pied, hein, je parle. Donc là, j'ai une intention, mais après, ce qui va se produire, je ne sais pas, il y aura peut-être des accidents aussi, hein. Peut-être que je vais me trouver dans des lieux qui vont me donner inspiration, et puis peut-être pas, peut-être que ça va être quelque chose qui va venir par accident. Ça, je ne le maîtrise pas du tout. Oui, je C'est ça qui est comprends. bien, en fait. Oui, c'est ça C'est qui est de à bien. la fois être dans l'inspiration et puis à la fois accepter l'accident. Et oui, oui, oui. Et non, mais c'est bien, ça veut dire aussi je contrôle, mais pas tout à fait. Je contrôle un peu, Pas tout. parce que je veux créer, Mm. mais effectivement, je contrôle pas dans sa globalité. J'accepte que viennent à moi des expériences et des idées, des solutions, en fait, au-delà de mon contrôle, en fait. Oui. Sylvie, du coup, qu'est-ce que ça t'inspire, du coup, cette idée de créer, effectivement, par intention? On le sait que le processus créateur dans sa vie part, effectivement, souvent d'une intention, qu'elle soit consciente ou pas consciente. Si je me dis je suis nulle, effectivement, je vais attirer à moi que des choses qui me prouvent que je suis totalement nulle. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire, il y a quand même cette intention qui est d'une capitale dans le processus créateur de notre vie. C'est parce que je veux réussir que je vais réussir.
Oui, alors, et puis en plus, on verrouille notre cerveau quand on dit qu'on est nul. Oui, bah oui, Bien C'est sûr sûr. qu'il ne va pas chercher de solution. c'est ça. De toute façon, c'est impossible. Quand quand on dit déjà c'est absolument impossible, bah, votre cerveau, Mm. il va absolument pas chercher de solution puisque vous lui avez dit que c'est impossible. Donc, il ne va pas aller utiliser de l'énergie pour rien. Euh, dans ce qui est je voulais revenir sur cet aspect de l'accident, en fait. Mhm, oui. Et par exemple, en l'illustrant au travers de ma vie, on va dire. Euh, on va faire comme ça. Alors, voyons C'est les une accidents de ta succession. vie. Mais oui, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de voir qu'au moment où on le vit comme un accident. Mhm. Ce que je vous ai dit quand on préparait l'émission, je vous disais, j'ai passé 4 fois le concours d'un site. Mon intention, quand j'étais enfant, était de devenir enseignante, Ah oui. de devenir maîtresse. À l'époque, on appelait ça maîtresse. Et j'ai passé 4 fois le concours d'un site. Mes enseignants de l'époque ne comprenaient pas pourquoi je ne réussissais pas ce concours. Mais je le réussissais même pas, je passais même pas à l'oral. Hein. Oui. Dès les premières épreuves, voilà, 4 années d'affilée. Bref, il se trouve que là où, à ce moment-là, c'était un accident, c'était un échec, et ça a été quelque chose de très difficile pour moi, il s'avère qu'après, en avançant, j'avance dans ma vie, je faisais en parallèle de l'animation, donc j'ai continué mon métier dans l'animation, je suis devenue directrice de structure et ainsi de suite, ok, très bien. On va dire c'est un accident. Elle est devenue par défaut, on va dire en tout cas quelque chose. Et puis avant ça, bien avant ça, je voulais faire un certain bac. L'orientation, au moment de l'orientation, ça n'a pas été possible, et on m'a mis en bac de gestion. Bon, c'était alors que je voulais être enseignante. Hein. Donc c'était aussi un autre accident. Sur le moment, quand on le regarde, c'est un accident. Mm. Voilà. Et tout ça, c'est une succession d'accidents. À part que maintenant, quand je me retourne et que je regarde, mon bac de gestion, ben, quand on crée sa propre boîte, fichtre que c'est utile. Oui. Et comme les. Voilà. Et quand on crée sa boîte et avant ça, j'étais directrice d'association, donc ça m'a servi à ce moment-là dans mes examens aussi, parce qu'il y avait une grosse part de gestion. L'enseignement, ben, donc tout ce qui est accompagnement des enfants et aussi dans la pédagogie pour les adultes comme pour les enfants, ben, aujourd'hui, ça m'est utile et ce sont des bases extrêmement importantes pour moi dans mon travail de coach. Tout ce qui a été animation, ben, forcément, ça me nourrit aujourd'hui et cette recherche permanente de transformer, parce que c'est surtout dans le monde associatif que j'ai appris à transformer les contraintes en opportunités. Hein. Oui. Mais tout ça, en fait, ça nourrit mon chemin aujourd'hui. Et là où, en fait, à l'époque, on appelait ça des accidents, moi, j'appelais ça des accidents, voire même des échecs. Mais aujourd'hui, quand je me retourne, je vois une continuité et une cohérence dans tout ça. Là où j'étais bien loin de voir de la cohérence avant. Et oui. Donc, c'est vraiment ça. Et d'accepter ce processus créatif, c'est ça, c'est de dire, et ce processus créateur de notre vie, c'est vraiment ça, c'est de dire, pour l'instant, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Je sais que j'ai une intention. Et finalement, je suis allée rechercher l'essence de chaque chose que j'avais aimée. Ce que j'avais aimé dans l'enseignement, dans le partage avec les grands et les petits d'ailleurs. Dans l'animation, c'était le contact avec les gens, c'était de pouvoir les aider à améliorer leur quotidien, parce que j'étais dans l'animation sociale et tout ça. Donc, je suis allée chercher l'essence de chaque chose pour créer quelque chose de nouveau. Oui. Donc, c'est aussi d'accepter que, bah oui, alors quand on est sur notre toile et qu'effectivement il y a un accident, c'est là où vraiment, c'est là où on crée les plus jolies choses. Voilà. Combien de fois, moi, sur la dernière toile, donc c'était pas sur de la toile, c'était sur du papier, donc c'est sur une grande toile. Au moment de peindre, le mélange de pigmentation, c'était un corps d'une femme, et le mélange de pigmentation a fait, je sais pas, il y a eu une réaction chimique sur le papier qui s'est tout granulé. Voilà, le corps de cette femme s'est retrouvé couvert de psoriasis, clairement. Non, c'est ça. C'était pas du tout mon intention de départ. Mais par contre, effectivement, ça m'a fait cheminer. Et il y a tout un travail. Et je suis allée découvrir des techniques que je ne serais pas allée chercher à ce moment-là parce que je voulais garder cette silhouette et j'aurais pu l'enlever. Ça a été une question. Mais je voulais vraiment travailler là-dessus. Et je me suis amusée de ça. Voilà. Mais dans la vie, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné,
Et c'est là où on met de la conscience. Voilà. Et créer en conscience, pour moi, c'est ça. C'est de dire, OK, voilà ce qui se présente à moi. Oui, il y a une difficulté qui se présente à moi. Oui, il y a quelque chose que je ne sais pas résoudre à l'instant. Mais en fait, je vais m'ouvrir aux opportunités, aux techniques, aux inspirations à droite à gauche pour arriver à passer ce cap. Voilà. Et on revient en fait à chaque fois dans un processus de toute façon créateur, puisqu'on va chercher de la matière pour pouvoir avancer et faire avancer ce projet. En permanence. En fait. Voilà, c'est vraiment la boucle en permanence. On fait en permanence. Et bien, je vous remercie toutes les deux parce que c'était très intéressant de comprendre finalement que rien n'est échec quelque part, que tout est possibilité. Ce sont des nouvelles possibilités. On va revenir sur quelque chose qui m'interpelle, qui m'intéresse. Tout le monde peut créer. Donc effectivement, donc Cécile, quand tu nous racontes qu'il y a des mots dans ta tête qui s'écrivent tout seuls, je pense pas que la moitié des gens, ça leur arrive. Donc il y a quelque chose chez toi, on va dire, qui est particulier, qui touche à l'écriture et qui du coup peut faire envie à beaucoup de gens, du coup, dans le processus créateur, effectivement. Mais du coup, il y a quand même cette idée que tout le monde peut créer, tout le monde a cet élan quelque part, et qu'effectivement, on l'éteint, on le fait taire, on l'empêche parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances, beaucoup d'obstacles. Qu'est-ce qui nous empêche finalement de créer ? Et puis, il y a cette idée, parce que quand même, moi, quand je me suis penchée sur le processus créateur, tout de suite, ce que j'ai vu, c'est cet artiste peintre déchiré par la vie, voire même alcoolique ou drogué, qui, du coup, était dans une souffrance et qui exprimait sa souffrance sur la toile. C'est ça qui m'est venu en image, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin de souffrir pour créer ? Est-ce qu'il y a forcément besoin de souffrir pour créer ? Est-ce que la souffrance est nécessaire ? Alors, certes, souffrir, du coup, on imagine que de créer permet de se libérer, mais on peut aussi créer sans souffrir, j'imagine. Enfin, voilà, c'est le sujet que j'avais envie d'aborder. Du coup, Sylvie, on va peut-être commencer par toi. Du coup, tout le monde peut créer, ça c'est clair, on l'a en nous, c'est une affirmation. Mais effectivement, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui ? Quels sont les plus grands empêcheurs, finalement, de créer ? Qu'est-ce qui nous empêche ? Et puis, est-ce qu'il faut qu'on souffre pour créer ? Parce que finalement, si j'ai une petite vie tranquille, bien rangée, et que j'ai pas de problème psychologique, est-ce que je peux créer quand même ? Est-ce que ça va avoir finalement un sens, de la valeur ? Est-ce que c'est possible ? Voilà. Est-ce que ça va avoir une nécessité même dans ma vie que de créer, même si j'ai une petite vie absolument magnifique et rangée et sans aucun problème ? Alors, c'est peut-être ça, ta création à ce moment-là. Oui, c'est d'avoir une vie tranquille et du coup, c'est de la création. Tout dépend de l'intention de départ. J'allais dire, qu'est-ce qui nous empêche ? La première chose qui me venait, c'est la peur de souffrir. Oui. Ah, tu vois, ça répond aux deux. Tu vois. Oui. Il y a une petite vidéo qui est passée il y a quelques temps que j'avais partagée sur ma page, qui est passée sur Facebook et que je trouvais absolument délicieuse. Il y avait un monsieur, il n'y avait pas son nom malheureusement, qui faisait le parallèle avec comment grandissent les homards. Voilà. Et il expliquait qu'un homard, en fait, sa carapace ne grandit pas. C'est lui qui grandit à l'intérieur de la carapace. Et quand il devient à l'étroit, dans cette carapace, il va se cacher de ses prédateurs, donc il se met sous un rocher, et il casse sa carapace, et il en refait une plus grande. Et ainsi de suite, autant de fois que nécessaire. Et donc, dans ses conclusions, il disait, donc du coup, le stimuli de changement pour le homard, c'est l'inconfort. C'est-à-dire que c'est quand il est inconfortable qu'il va dépasser et effectivement aller se mettre en danger, en danger réfléchi quand même, puisqu'il va quand même se planquer, mais voilà. Oui. Et il va reconstruire quelque chose de plus grand où il va encore pouvoir grandir à l'intérieur. Et il faisait il disait, du coup, si le homard avait un médecin, on lui aurait donné du Valium, et du coup, il ne grandirait pas parce qu'il irait beaucoup mieux. Oui. Enfin, il verrait plus son inconfort. Il ne verrait plus son inconfort. Eh oui, oui. Donc, il ne verrait pas la nécessité d'aller, à un moment donné, s'isoler, se fragiliser, pour pouvoir ensuite recréer quelque chose à sa mesure. Et je trouvais cette métaphore absolument extraordinaire, parce que c'est vraiment ça dans notre quotidien. Le processus créatif, quand on parle de est-ce qu'il faut souffrir, ça c'est
enfin, on reviendra tout à l'heure, je vous reparlerai tout à l'heure des, des artistes fous, comme on les appelle Bah oui. souvent, mais voilà. Mais nous, dans notre quotidien, c'est aussi accepter cet inconfort. C'est accepter qu'à un moment donné, il y a des périodes d'inconfort et qu'elles ne sont que annonciatrices d'autre chose. Alors par contre, effectivement, si on reste complètement tétanisé sur notre inconfort, effectivement, on va se sentir très, 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 très à l'étroit. Voilà. Et effectivement, et là, des pathologies beaucoup plus lourdes peuvent se mettre en place et des cristallisations peuvent se faire. Voilà. Mais c'est vraiment d'accepter, voilà, quand Cécile crée et qu'à un moment donné, elle est bloquée, que ce soit tout à l'heure quand tu parlais du processus d'écriture, enfin, il y a des moments de profond inconfort. Voilà. Ah oui. Et je te parle pas de l'inconfort où quand tu as écrit 3 pages, après d'un coup, tu as ton ordinateur qui plante et tu perds tes 3 pages. Ben, soit tu restes, voilà, on est d'accord. Soit tu restes cristallisé là-dessus et sur cette perte et ainsi de suite, soit tu te dis, ok, mais en fait, il y a quelque chose d'autre qui va naître. Voilà. Et moi, à chaque fois que ça m'est arrivé, j'ai toujours été surprise de ce qui est ressorti après parce que ça a été à peu près la même idée, mais pas mise en forme de la même façon. Et allez, on va dire 9 fois sur 10, je me suis dit, ah, c'est mieux maintenant. Voilà. Pourtant, au moment où ça s'est effacé, je peux t'assurer qu'il y a quelques minutes où on s'accroche en disant, ah, c'est sûr, je peux pas le récupérer. Mais dans notre vie, c'est pareil. Voilà. Et quand tu parles de ces artistes et de cet élan vraiment fougueux, pour pas dire fou, mais Oui, oui. envahissant, on va dire, pour moi, on est dans le déséquilibre du génie. Et très souvent, ce sont des gens qui ont du mal à se faire connaître de leur vivant, ou alors ils sont associés avec des gens ou avec des épouses, des maris ou des amis qui vont les faire connaître. Voilà. Mais en fait, ce sont très souvent des gens qui sont dans un déséquilibre très hémisphère droit, du coup, qui sont dans la création et dans la production vraiment créatrice, où vraiment c'est cet élan qui les envahit. Voilà. Mais on est effectivement dans ce déséquilibre aussi. Donc, soit ils se rééquilibrent avec quelqu'un d'autre, Oui. qui va effectivement les aider à diffuser leurs œuvres. Mais après, tu as plein de gens au quotidien qui créent et qui ne sortent jamais leurs œuvres. Oui. Jamais. Mais parce qu'en fait, ils sont dans cette nécessité absolue, effectivement, de créer, mais leur nécessité n'est pas forcément, effectivement, de faire connaître leurs œuvres. C'est simplement cette envie, mais vraiment des tripes, quoi. Ça vient des tripes de sortir. Voilà, je veux sortir les choses. Tu vois, tout à l'heure, Cécile le disait, l'envie de le faire lire au monde. Son intention, quand elle écrit, c'est de le faire découvrir au monde. Voilà. Et c'est important, en fonction des différentes personnes, l'intention créatrice n'est pas la même. Et souvent, l'intention créatrice, c'est simplement de sortir de soi les choses qui nous envahissent. Ces mots, ces images, qui nous occupent, et on veut juste les sortir, en fait. Voilà. Moi, la majorité de mes œuvres, il y en a certaines qui ne m'ont servi qui sont des œuvres de travail, on va dire. Voilà. Oui. Voilà. Et certaines qui sont même parties à la poubelle après parce qu'elles avaient fait leur job. Alors après, j'ai des copines qui râlent après coup. Bah, fallait y penser. Fallait me le dire avant. Je les aurais gardées. Mais voilà. Mais parce que moi, elles avaient fait leur job. Donc il y a aussi tout ce cheminement-là. Voilà. Je ne sais pas si ça t'a. Si, mais parce que si ça t'a éclairé. Même si effectivement on est torturé avec ce besoin vraiment impérial que de faire sortir, parce que ça devient une souffrance qu'il faut faire sortir, effectivement, je comprends que c'est peut-être thérapeutique. Il y a aussi une solution thérapeutique, c'est complètement thérapeutique. Dans la créativité, dans l'élan c'est créateur, une libération. le processus. Voilà, c'est ça, c'est une libération. Ouais. Cécile, toi, je sais que tu accompagnes des groupes d'écriture, ou en tout cas tu accompagnes dans des réalisations. Qu'est-ce qui empêche la plupart des gens, d'un point de vue pratico-pratique, qu'est-ce que c'est que tu ressens, toi, chez les gens, et qu'est-ce que tu fais, du coup, pour leur faire comprendre que tout le monde peut créer? Alors, ce que je ressens chez les gens, c'est surtout une peur de ne pas être à la hauteur, que ce qu'ils écrivent, c'est nul, que ça va pas être assez bien, que c'est pas entendable
par les autres. Donc, quand je pratique un atelier d'écriture, il y a 4 temps. Le premier temps, c'est un temps de proposition. À l'école, on dirait donner la consigne. Alors moi, je vais au-delà de donner la consigne. C'est vraiment une proposition. Donc j'emmène les participants dans un univers de façon à ce qu'ils se mettent déjà à écrire dans leur tête en m'écoutant. Donc je les invite dans une direction. Alors je vais m'appuyer sur des lectures d'auteurs, je vais m'appuyer sur des iconographies, photos, peintures, œuvres d'art. Pourquoi pas une visualisation un peu type sophrologie où je les emmène dans un univers pour qu'ils y touchent du doigt et pour que tout leur sens soit en éveil. Pour moi, ça c'est important. Et ensuite, alors après, je donne la consigne elle-même, c'est-à-dire la proposition d'écriture avec ou sans contrainte, ça dépend de l'atelier. Et puis, il y a un deuxième temps qui va être le temps d'écriture, où là, les gens sont face à eux-mêmes, ils sont seuls, avec soit leur ordinateur, soit papier-crayon. On donne un temps, et bon, en fonction de l'atelier, des personnes que l'on a, on peut donner 1 heure, mais des fois, 1 heure, ça va, les gens vont, il y a un effet de sidération. Oh, j'ai 1 heure pour écrire, mon Dieu, mais je vais jamais avoir le temps, ou tout le contraire, mais qu'est-ce que je vais écrire en 1 heure? Donc, il faut savoir ajuster en fonction des personnes que l'on a le temps, quitte à raccourcir ou à allonger ce temps. Il y a un troisième temps qui va être un temps de lecture. Et là, ça peut poser problème parce que j'ai déjà vu des personnes qui ne veulent pas lire leur texte. Donc là, il faut trouver des techniques de mise en confiance, ou bien on peut leur demander si on veut lire le texte à leur place ou s'ils veulent juste nous en parler. Et puis parfois il y a des personnes qui vont dire, moi je le lis tout de suite, comme ça je suis débarrassée. D'autres qui préfèrent attendre d'être les derniers parce qu'ils ont besoin d'asseoir une certaine confiance en eux. Euh, et puis il y a un dernier temps, le quatrième temps, qui va être plus d'échange et qui là varie aussi selon les groupes et les intentions de l'atelier, où ça peut être un retour uniquement de moi en tant qu'animatrice sur le travail d'écriture de la personne et jamais un jugement. Toujours mettre en avant ce qui est positif, et parfois une lecture de l'écriture de la personne, elle se rend même pas compte qu'elle a écrit ce que je lui dis, elle en revient pas. Elle me dit, ah, j'ai fait ça moi, ah oui, j'avais, voilà, des fois je leur fais prendre conscience de leur écriture ou de leur style d'écriture. Et puis parfois, ça peut prendre la forme d'un échange entre les participants, mais toujours une règle d'or, bienveillance, zéro jugement sur l'écriture de l'autre. On ne va pas montrer du doigt en disant, mais là, ce que tu as écrit, c'est quoi, qu'est-ce que tu as voulu dire? Et puis très souvent, cet échange va s'élargir sur une discussion qui va sur la littérature, euh, on va pouvoir échanger sur faire des liens avec la peinture, la musique, une culture. Voilà, on va élargir sur le monde. Voilà en gros comment se passe un atelier d'écriture. Et donc pour répondre à ta question, comment je mets les gens en confiance? Donc déjà, il y a cette proposition qui va les amener à écrire dans leur tête et à commencer à avoir des idées et à mettre les 5 sens en éveil. Première chose. Deuxième chose, un accompagnement au moment de l'écriture s'ils ont besoin. Peut-être que je les relance, que je les rassure, que je donne une piste, voilà. Et puis sinon aussi dans le retour, ce que moi j'appelle le retour de leur écriture, d'être toujours positive, bienveillante, de mettre en avant ce qui est réussi. Voilà. Et toujours une petite phrase qui va amener à réinterroger ce qu'on a fait, comment on pourrait améliorer, Oui. s'il y a lieu d'améliorer. Des fois, c'est juste parfait tel que c'est, il n'y a pas besoin de revenir dessus. C'est intéressant du coup pour moi de comprendre que finalement, oui, c'est un point sur lequel j'avais
pas vu, mais c'est vrai que c'est logique, mais quelque part, lorsqu'on est coincé dans sa création, que ce soit la création de sa vie ou la création finalement d'une œuvre, il est bon d'aller se faire aider quand même, parce que c'est pas forcément facile d'avoir un regard bienveillant, sans jugement, sur ce qu'on est en train de faire nous-mêmes. Le caractère, on va dire, bienveillant envers soi-même est quelque chose de compliqué, donc c'est vrai que du coup, on peut pas dire, enfin il y a des gens qui ce sont des génies, on va dire, l'élan créateur est inné, on est bien d'accord et ils ont aucun souci avec ça. Et après, effectivement, si on n'est jamais passé à l'acte et qu'on ressent cet élan créateur important, il peut être intéressant d'aller se faire aider, accompagner, parce que ça permet de poser un regard différent, certainement avec un jugement bien moins important que celui peut-être qu'on a sur nous-mêmes, quoi. Et c'est... Et donc voilà. C'est pour ça que je trouve intéressant finalement ce que tu viens de soulever d'accompagnement. Voilà, tu mets des gens dans des conditions pour qu'ensuite derrière ils puissent entendre des compliments sur ce qu'ils font. Et c'est intéressant de voir qu'il s'agit d'un accompagnement. Et que peut-être, enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à créer que c'est une, je veux dire, c'est pas pour ça qu'il faut prendre des médicaments ou ce genre de choses, mais dans l'idée, c'est peut-être juste d'aller mettre un regard différent et un regard bienveillant pour finalement pouvoir avancer peut-être à un moment donné, là où on se retrouve coincé. Eh bien, nous abordons maintenant le dernier point de cette émission, à savoir ce cercle vertueux, libérer pour créer, ou se libérer, pardon, pour créer, ou créer pour se libérer. Cécile, est-ce que tu veux nous parler de ce que tu peux ressentir, toi, du coup, quand tu crées? As-tu besoin de te libérer pour créer mieux? Comment ça se passe pour toi? Alors, pour se libérer, je pense que ce qui est important, c'est d'être en confiance. Et dans le mot confiance, il y a le mot foi aussi. Donc, avoir foi en ce que l'on fait. Ça me paraît important pour pouvoir se libérer. Et puis, avec cette notion de dépassement de soi. Donc, c'est comme tu le dis très bien, hein, c'est un cercle vertueux. Parce qu'à partir du moment où on arrive à se libérer pour créer, on crée. Et si on crée, on se libère aussi. Donc, et quand on se libère, il y a l'idée de s'accorder il y a deux sens dans se libérer. Il y a se libérer dans le sens s'accorder du temps, se donner, se sentir en sécurité et se donner une intention d'être présent. Et puis, il y a aussi se libérer, faire des choix et aller, oui, à une sorte de dépassement de soi. Donc, voilà, voilà ce que je pourrais te dire sur se libérer. Donc la confiance et la foi. Voilà. Confiance, oui, ça me paraît important. Et lâcher prise, du coup, ça permet de lâcher prise. Et toi, Sylvie, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu vas nous dire beaucoup de choses sur se libérer pour créer ou créer pour se libérer. Du coup, il y a dans ce qui vient d'être dit, il y a effectivement pour moi, 3 étapes importantes dans cette libération, comme on dit. Il y a d'abord libérer, c'est créer de l'espace. Créer de l'espace et libérer l'espace de ce qui nous encombre, donc du coup. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être les croyances, ça peut être les émotions, ça peut être les pensées limitantes, de dire je vais jamais y arriver, je sais pas faire, et ainsi de suite. Les vieux schémas qu'on peut se trinque-baller. Donc, c'est vraiment d'aller au fur et à mesure libérer tout ça. Donc pour ça, il y a plein de techniques qui existent. Il n'y a pas que les techniques que j'utilise, il y en a plein. Il y a de la sophrologie, moi, c'est des techniques de thérapie brève GTS concept, mais il y a des exercices respiratoires, il y a foule de méthodes pour ça, pour aller retravailler sur tous ces freins, en fait, parce que ce sont des freins créatifs. L'exemple qu'on avait tout à l'heure hors émission dont on discutait, c'est de dire, c'est Olivier qui partageait, de dire, en fait, je crée, mais j'ai une difficulté derrière à pouvoir mettre en avant mon travail. Voilà. Et bien là, c'est hop, au moment où je rencontre cette difficulté, j'en prends conscience. Et donc, du coup, je m'ouvre au dire, OK, voilà, j'ai cette difficulté-là. Ou comme tout à l'heure, Cécile, quand tu disais, quand tu crées un tableau et qu'on va être bloqué sur une technique, sur quelque chose, c'est dire, je prends conscience de la difficulté. Et comment maintenant, où est-ce que je vais trouver? Est-ce que ça va être une ressource interne?
donc que je vais réactiver, ou est-ce que je vais chercher une ressource extérieure pour aller dépasser en fait cette difficulté que je rencontre. Donc ça, il y avait cette libération en fait de ce qui nous encombre. On fait la place. Voilà. Et puis il y a, et tu en as beaucoup parlé, de créer ces bulles d'inspiration pour moi. Donc dans la nature, évidemment, c'est un lieu extraordinaire et une source de ressourcement, de régénération et d'inspiration incroyable, mais pas que. Voilà. Il y en a qui vont... en fait, c'est de créer... En fait, de se laisser la place, de laisser à notre esprit la liberté d'être en fait, et de se balader et de pas toujours être dans nos to-do list de il faut faire ci, il faut faire ça, et puis il y a le timing et il y a ci, voilà. Alors des fois, tu vois, c'est de créer cet espace-là et de dire je me prends 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures. Dans cet espace-là, rien n'est prévu. Voilà. Mais en même temps, tout est là et tout peut arriver. Voilà. Dimanche, j'étais en balade et puis entre 2 balades, donc je participe à des balades naturalistes et entre 2 balades, j'avais prévu mon petit pique-nique avec mes petits bouquins pour écrire et tout ça. Et puis en fait, j'ai rien fait d'autre que de m'allonger et d'apprécier l'instant. Voilà. J'avais la possibilité de faire autre chose, j'avais la possibilité de peindre, de dessiner, d'écrire, je m'étais amené tout mon petit attirail et en fait, je me suis juste laissé l'espace de me ressourcer, de vivre. J'étais allongée et je regardais les feuilles des arbres et voilà. Et des choses c'est vraiment se laisser vivre aussi. Voilà. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, où on a tendance à beaucoup tout timer chez les grands, mais aussi beaucoup chez nos enfants, et ben en fait, on étouffe cette possibilité de se nourrir en fait. Et c'est comme si on devient une terre aride, en fait. Mm-hmm. Voilà. Et quand vous regardez les emplois du temps des enfants, moi j'ai des enfants, les parents, je leur dis, mais en fait, votre enfant, il est en burn-out, en fait. Parce qu'il n'en peut plus. Parce que, alors il y a le matin la garderie, ensuite il y a l'école, ensuite il y a telle activité, et puis mercredi, il y a ainsi de suite. Il n'y a plus cet espace de liberté. Voilà. Et c'est vraiment de redonner de la place en fait à cet espace-là. Et je pense que c'est le premier acte vraiment primordial qu'on a à faire dans notre vie, c'est de se dire ok, j'en suis où et quel espace je donne à mon être, parce que c'est vraiment ça. Quel espace je donne à mon être aujourd'hui, hier. Alors oui, c'est important et oui, il y a des rythmes dans la vie et oui, il y a des moments où on va être dans la to-do list, dans le staccato, voilà, il faut faire ci, ça, parce qu'il y a des moments de concrétisation et ainsi de suite. Mais c'est vraiment de revenir aussi, parce que ce sont des cycles et les uns nourrissent les autres en fait. Donc il y a une vraie complémentarité. Et donc on a libéré l'espace de ce qui encombre, créé des bulles et des espaces d'inspiration. Et ensuite, il y a tout un travail, d'un travail et d'un jeu, on va dire, même de réharmonisation des 2 hémisphères, d'aller travailler en harmonie avec ces 2 hémisphères, donc l'hémisphère droit qui va être plus intuitif, qui va être plus créatif et tout ça, et l'hémisphère gauche qui, lui, va être dans la concrétisation, dans la matérialisation, dans le détail, et c'est d'aller réharmoniser et de les refaire se discuter entre eux, en fait. Voilà. Et d'aller travailler en complémentarité avec, du coup, l'intégralité de notre potentiel. Voilà. Donc, il y a tout ce processus, en fait, et qui n'est pas quelque chose de figé. Voilà. Il y a des périodes où on va passer de l'un à l'autre, et puis on va revenir en arrière, on va avancer. C'est de l'alchimie. Voilà. C'est une recette de cuisine, et on va rajouter un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre. Et ça va vraiment nourrir et soutenir notre processus créatif. Eh bien, écoutez, je vous remercie toutes les deux pour tout ce que vous avez apporté à cette émission et votre regard, du coup, sur la créativité qui, je crois, a été suffisamment complet, en tout cas très ouvert. Donc, on a pu voir quand même beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup interpellée, intéressée. Je vais regarder mes élans créateurs très différemment maintenant. Donc, je vais en tout cas prendre conscience de beaucoup de choses. J'espère que vous, derrière votre écran, vous avez apprécié également cette émission.
Je vous dis au revoir à toutes les deux. Et effectivement, du coup, il y a des ateliers qui sont créés du coup avec toi Sylvie et avec toi Cécile sur la créativité. Je vous dis au revoir, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir et bonne journée. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.